Nous sommes le lundi 19 octobre 2020 et nous venons de vivre un week-end compliqué. L'annonce du couvre-feu dans les grandes villes avait été tièdement reçue et voilà que vendredi, le drame de Conflans-Sainte-Honorine a achevé de plonger le pays dans une torpeur morbide. Ce dimanche avait des airs de 2015, on célébrait, ému, la liberté en espérant ne pas faire le lit de l'ordre et de l'arbitraire, alors même que les discussions sur la nature de cet ordre étaient devenues impossibles ou hystériques. Place de la République, on pointait déjà les islamo-gauchistes, collabos, et l'on gardait un œil sur l'heure pour ne pas être pris de court par le couvre-feu. Un week-end compliqué, donc. Nous ne sommes pas en train de revivre 2015, il y a du nouveau, si j'ose dire. D'abord, ce que le RN a appelé la politique de la bougie ne fait plus l'unanimité. Face à l'horreur, le rassemblement pacifique et les discours d'unité ne font plus consensus. L'émotion, je la comprends, l'effroi, je le ressens, mais les bougies n'arrêteront pas l'incendie, a écrit Bruno Retailleau, qui a donc refusé de se rendre au rassemblement Place de la République. Ce qu'attendent les Français de leur République aujourd'hui, ce sont des armes et non des larmes, poursuit-il, martial. Dans Marianne, il développe, c'est sans ambiguïté. Emmanuel Macron lance « Ils ne passeront pas », mais ils sont déjà là, dans nos quartiers, dans nos institutions et même dans nos bureaux de vote avec des listes communautaires. L'ennemi est désigné, je n'ai pas vu d'islamistes dans les institutions, j'en déduis donc qu'il parle là des musulmans dans leur ensemble. D'autres comme Éric Nolot vont plus loin et désignent le spectre islamo-gauchiste qui irait de Daesh à la France insoumise en passant par le CCIF. L'ennemi est déjà là, l'ennemi est intérieur et la guerre sera totale. Le ton est plus dur que jamais et même ceux desquels on serait en droit d'attendre une parole plus apaisée déçoivent. Et puis aussi, il faut interroger sur ce qui se passe avec les Tchétchènes en France, parce que... Elle est loin, l'époque des fleurs pour Daniel. Daniel, c'est elle et nous étions en 2015 après Charlie, après le 11 novembre. Cette ancienne avocate avait ému les internautes et son message avait été viral. Presque 2 millions de partages sur Facebook. Que disait Daniel ? Eh bien, elle répondait avec 5 ans d'avance à ceux qui disent aujourd'hui qu'il est passé le temps des fleurs et des bougies. C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment, et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant au nom d'Allah. À la suite de cette intervention, certains ont lu « Paris est une fête », ce récit autobiographique d'Hemingway qui revient sur ses jeunes années en France. Il y parle d'amour, de vin, il déclare sa flamme à Paris et à son peuple. Les éditions Folio Gallimard en écouleront 125 000 exemplaires au cours de l'année 2015. Face à l'horreur, les Français avaient trouvé un récit auquel se raccrocher. Un récit commun, certes, mais un récit fragile, qui n'est plus mobilisé aujourd'hui. Certains l'avaient vu venir. Le premier geste qui a été fait par la mairie de Paris pour riposter symboliquement face aux attentats, c'était de placarder partout des affiches dans la ville. Paris est une fête. Paris est une fête. Bon, déjà, techniquement, c'est pas vrai. Paris n'est plus une fête depuis très longtemps. Depuis la ménopause de Juliette Gréco, Paris n'est plus une fête du tout. En effet, est-ce qu'en 2015, Paris était encore une fête ? Paris avait chassé ses étudiants, ses classes moyennes et le prix des appartements était devenu si déraisonnable que, selon Blanche Gardin, il ne restait plus à Paris que des bobos insomniaques pleins de thé vert. Et il est vrai que le sujet avait fait débat. Dès 2009, une pétition intitulée « Quand la nuit meurt en silence » avait mobilisé des artistes, des DJ, des acteurs et des actrices du monde de la nuit et de la culture. Cette pétition dénonçait en effet, comme Blanche Gardin, un Paris endormi, relégué au rang de capitale européenne du sommeil. À 2h du matin, tous les bars sont fermés. Dans le centre, les habitants mettent des banderoles aux fenêtres. « Halte au bruit, nous aimons nos nuits ». Et pourtant, le récit du Paris festif avait tenu bon, au point d'être, on l'a vu, un récit convaincant pour les Français de 2015. Paris est une fête. Il faut aller boire des coups en terrasse, c'est ça notre identité, c'est ça la liberté, et c'est l'image qu'on veut donner au monde et qu'on veut se donner à nous-mêmes. Si cette image n'a pas tenu, c'est qu'à l'époque, déjà, cette réponse aux attentats n'était pas si convaincante. Paris est une fête. Il y a des gens qui débarquent, qui tuent 130 personnes de sang-froid, qui se tuent eux-mêmes, tout ça en brandissant une religion vieille de 2000 ans. Et nous, tout ce qu'on a opposé à ça, c'est... Mais non, mais si, c'est la fête, en fait, hein. Là, vous avez gâché la fête, d'accord ? Si vous voulez faire des attentats, il n'y a pas de souci, mais allez les faire dans les pays où c'est fait pour faire des attentats, il y en a plein. Il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y en a plein. Ici, c'est la fête. Nous, nos valeurs, ici, c'est la liberté et la fête. C'est ça. Nous, ici, c'est tout qu'est-ce qu'on veut et Zumba. C'est ça, ici, nos valeurs.
qu'on a plus grand chose à proposer. Je veux dire, Et ça sonne juste, ce que dit Blanche Gardin. Elle pose la vraie question, finalement. En fait, c'est quoi nos valeurs? La liberté? Laquelle? De quoi on parle? La liberté de la presse? Bon, on va pas se mentir, on n'est pas au top là-dessus. Dans le classement RSF de 2020, on a encore perdu 2 places. On est derrière le Costa Rica, le Suriname ou l'Estonie. Donc on va pas donner des leçons non plus. On n'est pas des leaders du secteur. Alors on va me dire, la liberté de caricaturer, très bien. Enfin, c'est quand même une liberté qui a fini par devenir une injonction. C'est une chose d'être libre de caricaturer le prophète, mais enfin, quand ça devient une obsession nationale, faut se poser des questions. Je vous jure que nos voisins nous regardent comme des putains de névrosés. C'est comme sur le port du voile. La liberté de ne pas le porter, normalement, ça va avec la liberté de le porter. Sinon, c'est qu'il y a autre chose qui se joue. Un inconscient qui travaille toute la classe politique, le pays tout entier même. Tiens, ça nous définit finalement maintenant. On est un pays traumatisé, fracturé, déstabilisé par des années de terrorisme et par ceux qui ont fait des discours racistes leur fonds de commerce. Ça nous définit. Un peu plus que la fête. Puis de toute façon, il n'y a même plus de fête. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. La fête, c'était la soupape pour pas qu'on craque. La culture, c'était notre vernis, ce qui faisait qu'on avait l'impression d'être un peu spéciaux. On était un pays impérialiste avec une bourgeoisie arrogante et avide, championne des dividendes. Pour ça, on est balèze. Chez nous, les actionnaires se mettent bien. Ça aussi, ça nous définit bien. On a un capitalisme prédateur, on bosse comme des chiens. Voilà, ça, c'est nos valeurs. La valeur travail, vous vous rappelez la valeur travail? Bon, bah voilà, écoutez-le, l'autre avec son couvre-feu. Je veux bien simplement qu'on comprenne l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à fonctionner, à travailler, à ce que nos concitoyens puissent travailler tout à fait normalement, à ce qu'il puisse y avoir évidemment une vie sociale, mais en réduire les aspérités. Nous allons continuer à travailler. Notre économie en a besoin, notre société en a besoin, on en a besoin. C'est là que tu vois que notre identité, c'est pas la fête. Le partage, l'amour, tout ça, non. En cas de galère, c'est ça qu'on fait sauter en premier. On n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, et en continuant à travailler, à vivre, et je le dis, c'est très important, j'insiste là-dessus, le travail va continuer dans toutes ces métropoles et ces régions. Ah non mais on a compris, on va travailler. Par contre je me suis demandé pourquoi on travaillerait pas un peu plus en distanciel comme on dit. Figurez-vous que le MEDEF est pas chaud, donc bon on va se passer de la fête, voilà. Parce que s'il y a bien une industrie de la fête, l'industrie elle n'aime pas la fête. C'est un temps hors du travail, qui n'est même pas un temps de repos, parce qu'après on a la gueule de bois et tout, donc c'est un temps caché, nocturne. C'est ce qu'a rappelé le philosophe Michael Fussell dans Libé ce week-end. Le jour est associé au temps productif, la nuit à la reconstitution de la force de travail grâce au sommeil. De là à penser qu'il y a un temps utile, celui du travail diurne, et un temps inutile, celui de la culture, de la fête ou de la convivialité nocturne, il n'y a qu'un pas, et il a été franchi officiellement. Il faut qu'on réussisse à réduire nos contacts un peu inutiles, parfois nos contacts, pardon de le dire comme ça, mais les plus festifs, mais qu'on continue à avoir une vie sociale. Au travail, où on sait bien se protéger parce qu'on a maintenant la règle du masque. Voilà, notre vie sociale, ce sera au travail, point barre. Les choix sont clairs. Moins de contacts inutiles. Face au travail et face à notre vie au travail, on n'est plus seul que jamais. On est seul parce qu'on est confiné. C'est le rêve du néolibéralisme est enfin obtenu par une intervention de l'État. C'est extraordinaire. On ne croyait pas que c'était possible, que la société était comme ça. Et en plus, on nous a privés de tous les accès de vie, c'est-à-dire le spectacle vivant, les relations, les fêtes, etc. Donc on est dans... Pour le moment, c'est horrible, je le reconnais. Bruno Latour, le sociologue, était invité hier dans C'est Politique pour penser un peu la période qu'on vit. Et là, il vient de dire que l'État venait de réaliser le rêve du néolibéralisme et que c'était paradoxal que ce soit l'État qui fasse ça pour les entreprises. C'est pas si paradoxal que ça si on écoute Barbara Stiegler qui a bossé sur les racines intellectuelles du néolibéralisme. Les ultras plaident plutôt pour le retrait et les néos plaident pour le retour. C'est ça, c'est important de dire ça pour comprendre la conception de la démocratie qui découle du néolibéralisme. Les néolibéraux sont des gens qui n'ont pas confiance dans les processus naturels, qui n'ont pas confiance dans les dispositions naturelles de l'espèce, qui finalement soutiennent une sorte de pessimisme anthropologique et qui considèrent qu'à partir de là, il faut reprendre en main l'espèce humaine. On comprend du même coup pourquoi ils ont parallèlement développé une conception de la démocratie très autoritaire, dans laquelle la démocratie, qu'il s'agit de sauver contre les fascismes, les nationalismes, la démocratie devient une technique politique de fabrication du consentement des masses. Parce que voilà, dans le projet néolibéral, il y a un but, la compétition et l'efficacité. Le monde change, le monde va vite, il faut s'adapter, c'est le titre du bouquin de Stiegler, et puisqu'il faut s'adapter quoi qu'il en coûte, tout le reste est finalement assez secondaire, y compris la fête. On a besoin que les entreprises fonctionnent, elles ont besoin d'avoir de la présence au travail. Et le terrorisme dans tout ça. Et l'émotion légitime de celles et ceux qui, comme un seul homme, ont fait corps autour de ce qui nous reste de valeur. De celles et ceux qui pensent que la liberté, ça se construit, ça se défend, à l'école. Eh bien, cette émotion, cyniquement, elle risque d'être instrumentalisée pour créer plus de contrôle, pour nous rendre plus dociles, plus gouvernables. Déjà, on s'attaque à ce qui nous restait d'espace de liberté, et paradoxalement de liberté d'expression, les réseaux sociaux.
Il faut ensuite, et ça peut être assez rapide, relancer la loi Avia, qui a été censurée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel avant l'été, qu'on peut très bien remettre sur l'établi en changeant s'il le faut la Constitution. Le texte peut passer très vite à l'Assemblée et au Sénat, on fait un congrès, mais profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. Profitons de cette tragédie, voilà, au moins c'est dit clairement. L'événement produit du consentement, ce consentement si cher aux gouvernants dont parlait Stigler. Et c'est la même chose pour ce qui est de la bataille idéologique. Profitons aussi de cette tragédie pour dénoncer les islamo-gauchistes. Darmanin avait commencé à l'Assemblée nationale quelques jours plus tôt, mais la Cazeneuve s'y met et bien d'autres le suivront. Et il n'y a pas d'alternative, il y en aura bientôt plus, tout se verrouille. Dans l'émission C'est politique, il était prévu de parler de la fête. Frédéric Lenoir, le philosophe, était invité à réfléchir au sens de la fête et du vivre ensemble. Hugo Travers était invité, lui, à répondre à cette phrase de Macron. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Voilà qui aurait été l'occasion de donner ou de chercher du sens à cette période, à ces événements. Mais l'attentat de vendredi a bouleversé les plans de l'équipe de Karim Rissouli et c'est finalement Caroline Fourest qui a occupé la seconde partie de l'émission où il n'a plus été question que du danger islamiste. Il n'y a pas grand-chose de commun entre un attentat terroriste et une pandémie mondiale, je vous l'accorde. À ceci près que, dans un cas comme dans l'autre, on peut compter sur le pouvoir, sur les fascistes et sur les exploiteurs pour profiter de la tragédie. Hier, les responsables de gauche étaient KO debout, eux aussi tétanisés par l'événement. Nous ne sommes plus en mesure de formuler de récits alternatifs. De toute façon, nous n'aurons bientôt plus l'espace ni le temps pour le faire. Alors de plus en plus, on va continuer à vivre ensemble. Mais pourquoi faire? Pas la fête en tout cas. À lundi prochain.